Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Défis et projets d'un startup studio en plein essor. Quentin Nickmans, cofondateur d'Exa. Le nom initial eFounders est assez simple, c'est que nous on accompagne les projets pendant 12 jusqu'à 18 mois, mais on va dire en moyenne ça se passe une fois que l'équipe fondatrice est là, à partir de 12 mois on commence à avoir pas mal de maturité sur un logiciel qui peut commencer à prendre son envol. Notre mission est d'accompagner ces fondateurs jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur envol, et leur envol ça veut dire que d'autres personnes viennent financer cette entreprise et ils peuvent devenir autonomes. Et donc pendant ces 12 mois on fait un peu de travail. Cela faisait un moment que j'avais en tête d'inviter Quentin à venir nous parler des nombreux projets qu'il a lancés depuis plus de 10 ans. Nous y sommes parvenus. Beaucoup de choses à découvrir dans cet échange, le lancement du startup studio eFounders, l'expansion du modèle, et la création de nouvelles verticales dans le Web3, la FinTech ou le climat, ainsi que les défis et les obstacles rencontrés. Quentin nous parle également de leur financement, de l'équipe et de son investissement personnel dans tous ces projets. Il me fallait sélectionner un projet à approfondir en particulier. Le choix s'est posé sur Roundtable. Cette belle pépite récemment sortie du studio permet entre autres à des fondateurs de rassembler leur communauté de business angels autour de leur projet pour lever des fonds. Nous discutons des premières inspirations d'Angel X, la toute première ébauche du projet, de ses distinctions avec le financement participatif, de la rencontre avec les cofondateurs et des aspirations et projets de cette start-up. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Quentin. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour un petit déj, pour parler d'Exa, pour parler de toi et pour parler de Roundtable et de plein d'autres boîtes que vous soutenez. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, ouais, avec plaisir. Merci de me recevoir. Quentin Nickmans, cofondateur de Exa, anciennement eFounders, pour les auditeurs qui connaîtraient plus cette entité. Exa, un startup studio aujourd'hui autour de 3 thèmes. Le SaaS, Future of Work, avec eFounders. On a Logic Founders qui s'est spécialisé dans la FinTech et Tree Founders avec Florent Quinty qui fait du Web3. Top. Et avant Exa, qu'est-ce que tu faisais? Alors moi j'ai 45 ans, comme toi 4 enfants et plein d'entreprises que nous avons créées. Donc j'ai commencé ma carrière comme conseiller dans un cabinet qui s'appelle BCG. J'ai adoré cette période-là, plein de projets, pas trop longtemps impliqué dans un projet, 3-6 mois, gros intérêts intellectuels à plonger dans des secteurs que je ne connaissais pas encore, etc. J'ai fait ça pendant 4-5 ans et puis intéressé naturellement par beaucoup de sujets, surtout entrepreneuriaux, j'ai fait le pas. J'ai créé en 2005 une entreprise qui s'appelle Eating Desk, qui est finalement devenue Resto-In, qui faisait donc la livraison à plat de domicile, assez simple, sauf que c'est à un moment où l'iPhone, etc. n'existait pas encore. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans cette période-là. J'ai appris sur l'entrepreneuriat, j'ai appris sur la productisation ou l'informatisation de flux. C'était un domaine que je connaissais naturellement pas du tout, la restauration et la livraison, etc. Mais je l'avais pas mal côtoyé ou connu dans les années au BCG. On consommait forcément pas mal ces types de services. Et c'était une faillite que j'ai reprise, que j'ai réussi à redresser avec un associé. Je me suis énormément éclaté les premières années à créer l'effervescence du début, et puis ça m'a fortement ennuyé après 3-4 ans quand c'est devenu un peu plus important, où du coup une fusion s'est terminée à être une vente avec Resto-In, nos homologues à Paris. Chouette aventure, et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Thibaut, qui lui avait une toute autre aventure, il avait fait Fruitolia, il était déjà sorti pas mal opérationnellement, on s'est tous les deux retrouvés à un moment où pour Thibaut, investir dans les sociétés sans être impliqué plus que cela n'était pas sa came. Moi, j'avais plutôt envie de retrouver cette variété de sujets, d'énergie que je trouvais au BCG, mais continuer à être plongé dans l'entrepreneuriat. Et de fil en aiguille, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un studio, mais qui n'existait même pas encore à ce moment-là. On a simplement dit, Thibaut avait commencé à faire 2-3 idées, Preskin, Enjet, etc.
Et on s'est dit, écoute, on s'associe ensemble, on va créer plutôt des propres projets pour ne pas être totalement opérationnellement liés à long terme. Comme on a plusieurs idées, on va partager et s'associer avec des gens qu'on trouve bons pour porter ce projet plus longtemps. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du venture builder, d'être serial entrepreneur impliqué dans plusieurs projets en parallèle. Le parallèle entrepreneurship, on peut l'appeler comme on veut. Il n'y avait pas déjà en requête Internet qui s'était lancé ? Oui, mais je pense que... Donc on l'a découvert bien sûr dans la durée, dans nos différents parcours. Rocket avait un pli un peu différent. C'était moins dans l'innovation et beaucoup plus dans le copycat. Après, c'est redoutable d'efficacité. On est d'accord. Qu'est-ce qui fonctionne très bien, qui n'existe pas encore sur d'autres territoires géographiques, et on y va de manière extrêmement agressive dans le développement. Donc, je crois toutefois qu'on ne peut pas les appeler un start-up studio. Il y a un peu moins d'innovation, c'est moins d'entrepreneuriat de 0 à 1 avec beaucoup de créativité. C'est d'ailleurs toujours 2 co-CEO qui sont à pointer, etc. Après, c'est redoutable dans l'efficacité, on va dire, économique de développement d'entreprise. C'était une bonne idée, mais disons qu'à long terme, je pense que l'innovation et les nouvelles tendances vont gagner, et puis c'est un peu plus amusant. C'est clair, comme ça tu peux goûter tout le temps à des nouvelles choses et des nouveaux projets. Exactement. D'accord, donc c'est né de votre propre besoin d'innover en continu. Exactement. Et d'entreprendre en continu. Le concept de studio n'existait pas. On a commencé en 2011 avec Thibaut, et je crois que le terme est né en 2013 ou 2014. D'accord. Alors comment est-ce que tu structures ça au départ ? Donc tu peux peut-être rappeler ce que c'est, parce que j'ai déjà eu Camille Tian sur mon podcast, mais peut-être faire une piqûre de rappel pour bien repréciser ce que c'est qu'un startup studio, et comment est-ce que vous l'avez structuré au tout départ ? En structure, tu veux dire support de personnes humaines, etc. Écoute, le processus est un peu toujours le même depuis 12 ans. D'abord, on faisait que du logiciel B2B. Donc, on a une verticale que, même si c'est multisectoriel, qu'on le fasse avec Camille, avec Florent, demain dans le climat ou dans le software as a service, on ne fait que du software qui oriente vers les PME. Donc, la première chose, c'est qu'on va identifier une idée ou une tendance. On va vouloir travailler sur un problème. On va décrire ce problème de manière assez précise et on va en faire une maquette pour dire c'est la manière dont on a envie d'adresser le problème. Donc on va dessiner ce logiciel de manière assez précise, et ça se fait en interne avant de rencontrer des associés. D'accord, mais ça, donc le problème, l'identification du problème, tout le travail d'idéation, vous le faites en interne, et c'est énormément d'entretiens que vous avez avec énormément de personnes d'un secteur que vous voulez attaquer, adresser. Je pense que quand tu vis dans notre monde, que tu te renseignes sur les nouvelles tendances, on va parler intelligence artificielle, Web3, etc. C'est quand même un flux d'innovation continue qui t'ouvre simplement des opportunités que tu peux intégrer, et les idées, elles viennent un peu naturellement. À côté de ça, on est business angel, donc on voit beaucoup d'innovations tourner autour de nous, ça nous inspire. Et je pense que quand tu es dans un environnement qui te donne des idées, tu les vois, tu regardes si ça peut être applicable, tu suis un peu ton gut feeling, ça c'est le gut feeling d'entrepreneur. Tu veux y donner corps. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées. Nous, la différence, c'est que quand on a une idée, on essaye de la mettre en œuvre, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est d'essayer et d'y aller, en l'apprendre en se jetant à l'eau. Ok, donc tu définis ce problème-là, tu fais cette maquette, et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre énormément d'entrepreneurs, de plus en plus d'ailleurs. Au départ, c'était ce qu'il y avait de plus compliqué, c'est de trouver des personnes qui voulaient bien s'associer avec deux types qui s'appelaient Thibaut et Quentin. Pourquoi il n'y avait pas des succès qui nous permettaient de légitimer le modèle autant qu'il n'existe aujourd'hui. Et lors de ces rencontres, doit se passer l'alchimie de plusieurs choses. On doit bien s'entendre, on doit aimer l'entrepreneur, on doit bien sentir que c'est une personne avec qui on a envie de travailler pendant 10 ans, parce que c'est la réalité, c'est ça qui va se passer. Qu'il a l'étoffe d'être un entrepreneur qui peut faire des très grandes choses. C'est un peu ce qui va caractériser nos entreprises, c'est qu'elles ont une ambition assez importante. Et ça doit fonctionner également sur le sujet. D'accord ? Donc tu as quand même un nombre de critères pour que ça se passe bien, qui est assez important. Il y a le facteur humain, il y a le facteur d'aimer le sujet qu'on va attaquer. Je veux dire, Aircall, travailler dans la téléphonie, il y a des personnes que ça désintéresse totalement. Un brillant entrepreneur va te dire, mais ça ne m'intéresse pas du tout de travailler sur ce sujet-là.
Et ensuite, en fait, il y a un troisième facteur, c'est que nous nous associons toujours avec un couple. Donc, il y a par ailleurs... Ah ouais, c'est marrant ça, je savais pas ça. Il y a par ailleurs toujours un fondateur technique Ouais. et un fondateur business. On fait du logiciel, donc le facteur technique à développer est quand même très important. Donc, il y a, comme belge, on va dire la mayonnaise, elle doit vraiment prendre. Et c'est plusieurs ingrédients ensemble qui font que le démarrage se passe bien. Peut prendre d'ailleurs un peu de temps. Parfois, on met pas mal de temps pour matérialiser une idée, mais c'est le fruit des rencontres, le bouche à oreille, dans un environnement tel que Paris, où nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de chassés-croisés qui peuvent se faire, et puis finalement, on a parfois de la magie qui opère, et ça devient des très très beaux projets qui peuvent aller très loin avec des ententes de personnes. Top. Et alors, vous avez des fonctions in-house, des fonctions marketing, produits, etc. Des gens qui vont vous aider à bosser sur ces premières bêtas, c'est ça ? En gros. Oui, donc le nom initial eFounders est assez simple. C'est que nous, on accompagne les projets pendant 12 jusqu'à 18 mois. Mais on va dire en moyenne, ça se passe une fois que l'équipe fondatrice est là. À partir de 12 mois, on commence à avoir pas mal de maturité sur un logiciel qui peut commencer à prendre son envol. Notre mission est d'accompagner ces fondateurs jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur envol. Et leur envol, ça veut dire que d'autres personnes viennent financer cette entreprise et ils peuvent devenir autonomes. Et donc pendant ces 12 mois, on fait un peu de travail. Ce que nous faisons, c'est que on n'a pas une équipe support opérationnelle forte. D'accord ? Notre mission, c'est de créer des sociétés indépendantes. C'est-à-dire que les deux fondateurs vont devoir créer leur culture, recruter leur première personne avec qui ils vont collaborer. Donc notre mission, c'est de créer ce cocon d'une dizaine de personnes autour des fondateurs qui vont permettre à cette coquille, à cette entreprise de prendre son envol de manière indépendante. Ouais. Et le travail du coup important à faire lors de cette période-là, c'est de les soutenir de la première heure autour de compétences clés que nous avons, qui sont le design et le développement du produit. Ouais. Ça, c'est plutôt pour aller vite et faire les choses très bien dans le logiciel B2B. Et ensuite, il y a des fonctions de support pour que le squad de fondateurs puisse se concentrer à fond sur son sujet. Ça veut dire qu'on va l'aider sur toutes les dimensions administrato-légales, c'est-à-dire que ce soit la création de l'entreprise, les processus de recrutement, les bureaux, la création de la boîte, toutes ces petites choses-là, on s'en occupe, ils ne doivent surtout pas s'en occuper, c'est de la distraction et de la perte de temps. On aide énormément sur le recrutement, ça c'est un des cœurs de la valeur ajoutée et du branding qu'on peut leverager avec eFounders, EXA, etc. Et naturellement, on va aider également sur un peu de la com, l'accompagnement par les associés sur les grandes orientations que le projet doit pouvoir prendre. D'accord. Alors, parmi les succès que vous avez depuis ces 12 dernières années, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les éléments clés ? Qu'est-ce qui a fait que, si tu les prends dans leur ensemble, que ça a bien fonctionné pour ces pépites ? Alors, on n'a pas de boule de cristal. Donc, quand on démarre un projet, on n'arrive pas à savoir si demain, ce sera un projet fabuleux, oui ou non. Il y a toujours un momentum et un moment, et d'être au bon endroit au bon moment. La grosse caractéristique des projets qui sortent du lot, c'est que c'est des projets extrêmement ambitieux, donc sur des marchés qui sont très importants. Aircall, la téléphonie, transformer la téléphonie hardware avec les PABX, etc., sur entièrement software-based et intégré, utiliser la voix. C'est des grosses missions. Front, de rendre l'email totalement collaboratif, alors que c'est siloté au départ. C'était quand même des gros projets avec grosse ambition. Donc, pour moi, ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est qu'on est avec des entrepreneurs qui partagent le même type d'ambition et qui sont extrêmement bons, qui sont des très très bons team players, qui savent extrêmement bien s'entourer. Ça devient, mais je crois que tu as eu Spendesk, etc. Ouais, j'en ai eu pas mal de chez vous. Donc Rodolphe, etc., c'est quand même une force de travail, une force de vision, une force d'ambition, une personne qui sait extrêmement bien s'entourer. Ça, c'est quand même une grande caractéristique à chaque fois des grands marchés très ambitieux, des fondateurs qui portent une vision très forte et qui savent très bien s'entourer. Top. Alors, maintenant que vous avez du recul, ça fait quand même pas mal d'années, ça a été quoi pour toi les plus gros défis ? Parce que quand tu commences avec 1 ou 2 projets, ça va, mais même à titre personnel, c'est très très compliqué quand tu dois scaler ce startup studio. Alors, de manière très transparente, nous n'avons réalisé que le modèle de studio pouvait scaler qu'il y a peu.
c'est il y a 2 ans et demi, justement lors des rencontres, et grâce à Camille Thian, on a réalisé qu'on pouvait potentiellement scaler le modèle de studio. Ouais. Initialement, Thibaut et moi, on avait une petite équipe. On a commencé les 5 premières années, on a fait ça sur fonds propres. On était une squad de 5-6 personnes avec Didier Forest, Mathieu Vaxler d'ailleurs, qui travaillait déjà avec nous à ce moment-là. Et on faisait 1 à 2 projets par an, en moyenne. On a un peu accéléré à partir de 2015-16 avec une petite levée de fonds en se disant, est-ce qu'il y a moyen maintenant qu'on a 6-7 fois répété le même processus, peut-on avoir une équipe un tout petit peu plus importante et peut-on arriver à faire 3-4 projets par an? Ça a été notre phase 2015-2020. On a réussi à cela, mais pour nous, c'était le max, en fait, arriver à faire une squad de personnes qui sont suffisamment proches des fondateurs pour être suffisamment proches du projet, pour transmettre et co-construire un projet. Il faut être extrêmement... dans le quotidien, il faut être à côté d'eux. Donc 4-5 projets, pour nous, c'était vraiment le max et le stretched. Et lors de la rencontre avec Camille Thian, qui voulait créer un studio, Camille, donc la rencontre elle était fortuite. On a connu Camille grâce à une entreprise qui s'appelle Swan, par sa compétence très forte dans le monde fintech. Il veut créer un studio et réalise que les gros challenges d'un studio, pour revenir à ta question, c'est... Bon, d'abord, il y a un challenge financier, parce que c'est un modèle financier relativement compliqué. C'est un BFR extrêmement long. Donc, il faut avoir beaucoup de fonds avant d'avoir un modèle qui tourne un peu totalement. Mais le plus gros challenge, surtout dans un environnement où il y a plusieurs studios qui existent, c'est d'attirer les meilleurs. Fondamentalement, quand tu vas me poser la question, qu'est-ce qui fait la réussite? C'est toujours les entrepreneurs avec qui nous construisons qui portent le projet. Nous sommes les initiateurs d'une idée. Ça ne vaut pas grand-chose. On va essayer de les mettre dans la bonne voie, ce que nous pensons être la bonne voie pendant les 12-18 premiers mois, leur transmettre une sorte de rituel, d'ambition, de manière de faire que nous aimons faire, mais ensuite les sociétés sont totalement indépendantes. Ouais. Et donc tout dépend de la qualité de ton fondateur, qui vient s'associer avec tes idées, avec ta manière de faire, etc. Donc c'est ça qui était le plus gros, ou qui restera le plus gros challenge pour tous les studios qui naissent. Ça met beaucoup de temps avant d'être légitime pour un bon entrepreneur de venir croiser ton chemin. Et vous n'avez jamais pensé à développer ce que fait très bien d'ailleurs Patrick Amiel avec 321 Founded, à développer la création de start-up avec des grands groupes? Parce que là aussi, il y a des gros besoins qui naissent dans ces grands groupes et finalement peu d'agilité. Enfin, c'est pas leur métier, quoi. Ce qui s'appelle Corporate Startup Studio. Ouais. Donc, oui, on y a pensé, parce que d'ailleurs, une manière importante pour beaucoup de studios de se financer aux États-Unis ou en Europe, en ayant une autre manière de faire. On a un peu moins d'action ou d'actionnariat dans l'entreprise, et où il y a un accord déjà avec la grande entreprise de si ça fonctionne, elle la réinternalise. On a discuté avec pas mal de ces types d'entreprises ici à Paris. Nous avons décidé de ne jamais le faire parce qu'on a eu un peu peur de perdre l'ADN de créateurs et d'entrepreneurs. Il n'y a rien à faire, ce type de projet est un peu plus au service du grand groupe. Tu dois un peu rendre des comptes à un grand groupe et donc Forcément, tu perds un peu l'ADN entrepreneurial où on a pivoté avec certains projets. Il y a certains projets, parmi quasi tous nos grands projets, ont beaucoup de mal à lever les fonds au départ. C'est un peu pour moi, c'est un tout petit peu un autre métier qui peut se faire en accessoire, mais qui par contre peut être très rémunérateur pour les personnes qui veulent lancer un studio et qui se disent, je vais faire 2 projets solo sur des propres idées et je vais en faire 2 ou 3 en association avec un corporate qui vient plutôt payer les notes ou payer les salaires de mon équipe en parallèle. C'est une manière de faire. Nous, on a peur de faire cela parce que c'est on pense, une discrétion par rapport à ce qu'on fait bien pour l'instant. Top, merci. Alors, j'aimerais juste que tu reviennes, pour finir sur cette grosse intro, c'est une très très grosse intro, sur la création de Exa, parce que vous avez créé Exa il y a quelques mois. Vous avez Logic Founders, vous avez 3 Founders. C'est quoi maintenant le projet? Qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochaines années? Exa n'est pas une nouveauté, c'est la même structure juridique, etc. Il n'y a rien qui change réellement. On a voulu créer un nouveau nom, Exa, à côté d'eFounders pour donner toute la légitimité aux autres studios et verticales qui sont nés en association avec Camille Thian sur Logic Founders qui s'est spécialisé dans la fintech et avec Florent sur le Web3. Donc l'évolution, c'est que pour scaler un startup studio, on pense qu'on doit rester dans une philosophie de squad comme nous au départ, 4, 5, 6 personnes qui peuvent créer 2-3 projets par an. Ça, c'est le setup qui fonctionne bien. Par contre, ce que du coup on a réalisé, c'est qu'avec des expertises très pointues de serial entrepreneurs, on peut aller
dans d'autres verticales. Ouais. Donc, En retail tech, HR tech, par exemple. par exemple, aujourd'hui, ce qui nous anime un peu plus, c'est également ce que les fondateurs et les bons fondateurs de demain veulent également faire. C'est qu'on a eu un peu de chance au départ. En 2011, on était dans le software as a service qui a connu des années d'or. Je crois que ça continuera. La fintech, c'est quand même également une tendance de fond aujourd'hui. Mais est-ce que dans 10 ans, on aura encore autant d'innovation qui fonctionnera uniquement sur la fintech ou le software as a service? Peut-être pas. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs et les brillants entrepreneurs veulent faire de l'innovation autour de la thèse climatique. Ouais. Nous, on fera du B2B software dans la thèse climatique. Ça, c'est une manière pour nous d'évoluer. Alors, est-ce que nous sommes, Thibaut, moi, Amaury, les meilleurs pour l'idée des sujets climat? On va avoir une ou deux idées, comme on a une ou deux idées qui sont liées dans la fintech avec Swan, Spendesk et Upflow. Mais par contre, Camille va beaucoup plus loin. Il est bien plus expert dans le domaine fintech et va avoir des idées beaucoup plus pointues et plus profondes pour vraiment faire de l'innovation lourde là-dedans. Même chose sur la thèse climatique. On va avoir une connaissance générale pour lancer un ou deux projets, mais derrière, on va devoir s'associer à un tel studio. Et donc, pour donner de la légitimité et de la place à chacun des studios d'exister, on crée EXA qui vient supporter les différents studios historiques, eFounders, Logic Founders, Tree Founders, demain, Climate Founders. D'accord. Et notre mission devient donc double, toujours supporter les projets, donc on est toujours très présent sur les projets concrets, qu'ils soient dans une des trois verticales, mais à côté de cela, on a également une mission de supporter la création de nouveaux studios avec, on va dire, un studio founder climat sur lequel on rencontre plein de gens pour l'instant qui pourraient jouer le rôle comme le jouent Camille, Florent et Mathieu. D'accord. Alors, il y a un sujet que tu n'as pas cité et je suis sûre que vous travaillez dessus. C'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des projets en cours et est-ce que c'est une verticale spécifique ou est-ce que ça va finalement transpirer au travers des différentes verticales que vous avez créées? Alors, pour l'instant, on le voit plutôt sur une nouvelle technologie qui va pouvoir jouer un rôle dans toutes les verticales et qu'il faut plutôt embarquer comme une nouvelle innovation qu'on doit embarquer, d'ailleurs même dans les sociétés du portefeuille, les portefeuilles existantes dans le software, que ce soit Front, elle va embarquer de l'intelligence artificielle. Plus jeune, Folk, on a déjà intégré pour pouvoir automatiquement générer des messages et des choses comme ça. Donc je pense que c'est plutôt une brique technologique qu'on va embarquer dans les différentes dimensions. On n'a pas encore décidé d'en faire un vertical dédié. Peut-être que ça viendra. Mais comme on fait du B2B software, j'ai plus l'impression que c'est une composante qu'on peut intégrer globalement dans les différentes verticales. D'accord, on s'en reparlera dans quelques années. Exactement. Bon, alors, on s'est dit qu'on allait se parler de Roundtable, qui est un projet que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, je salue les deux fondateurs, non, les trois, parce que les trois cofondateurs. Non, il y en a trois. Donc, il y a Julien, Evan. il y a Evan, et on a naturellement également un CTO. Exactement, on a toujours un CTO qui est Simon. Simon, dont je n'ai pas fait la connaissance. Voilà, qui est brillant et qui est très très sympathique par ailleurs. Bon alors, on va se concentrer donc sur Roundtable parce que j'ai déjà fait Numéral, Swan, Spendesk. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a plu dans le business model au tout départ et nous expliquer finalement ce qui vous a motivé à vous associer avec Evan et Julien, en tout cas dans un premier temps? Alors le sujet de Roundtable, c'est la démocratisation de l'accès au private equity sur une verticale tech. Donc pour commencer dans la tech, parce qu'il y a des initiatives qui sont faites dans l'immobilier, plein de choses. Et donc ça, c'est un domaine que je connaissais ou que nous connaissions avec EXA par ailleurs, parce que on a un portefeuille d'entreprises sur lesquelles plein d'individus pouvaient contribuer, etc. On a vu le pain qui existait de créer ce qu'on appelle des syndicats et des SPV en Europe. Extrêmement facile à faire aux États-Unis, avec des outils comme AngelList, très compliqué chez nous, avec des législations extrêmement complexes entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, à chaque fois différents. Donc, relativement compliqué de faire des club deals. Par ailleurs, créer un fonds comme Operator Investor est un gros pain par ailleurs. Mon associé Thibaut avait fait avec un set de copains un fonds qui s'appelait Secret Fund. Je crois qu'ils ont vraiment eu beaucoup de mal sur le volet administrato-légal. Et ça, c'est un peu le constat il y a peut-être quelque chose à faire, surtout qu'il y a une maturité assez importante, de plus en plus de business angels, de personnes qui s'intéressent à l'investissement dans la tech, etc. Donc on se dit qu'il y a quelque chose à faire en Europe. Et il y a beaucoup d'initiatives locales. Donc on va avoir en France des personnes qui vont se spécialiser à faire des SPV uniquement français.
comme tu sais, parce que tu es pas mal exposé au Luxembourg, moi j'étais assez fan de faire quelque chose qui peut être pan-européen. Tout le monde nous a pris pour des fous de dire que c'était pas possible de faire un SPV luxembourgeois pour quelques milliers d'euros, parce que c'était matériellement pas possible. Donc on a aimé ce projet parce qu'il est de nouveau très ambitieux. Créer une plateforme qui permet en club deal et ensuite de faire des fonds, de tout ça sur une base très robuste européenne luxembourgeoise. C'était compliqué, donc il y a une innovation au niveau légal. Et pourquoi c'était compliqué ? Pourquoi on t'a dit que c'était compliqué ? Je pense que c'est compliqué parce que c'est plusieurs projets en même temps. Tout à fait. Il y a un projet qui est l'entité légale, qui doit être très bien réfléchi, où il faut avoir quand même une intelligence et s'entourer, où tu challenges les statuts que tu vas faire d'une entreprise. Comment est-ce qu'on peut distribuer du caride quand on fait un club deal à 3 et des choses comme ça. Il y a pas mal d'innovations légales qui doivent fonctionner. Ça doit fonctionner pour être légal en club deal en numéro 1. Numéro 2, ça doit fonctionner fiscalement pour beaucoup d'interlocuteurs partout en Europe. Et c'est puis souvent ensuite, là que ça coince d'ailleurs. Et ça doit par ailleurs être productisable. Donc le deuxième volet, c'est comment peut-on le faire pour que on puisse en faire un produit. C'est-à-dire qu'ensuite, ça soit simplement une production de documents en quelques clics et donc créer un standard de cela. Comme un rolling fund sur AngelList. Comme les SPV classiques sur AngelList, qui ont évolué comme un rolling fund, qui font des solo GP funds. Maintenant, ils innovent encore avec plein de choses. Donc, c'est assez inspirant de voir qu'un instrument légal peut être productisé, permettant à un non-professionnel de partager son réseau, sa connaissance, et de pouvoir investir à plusieurs dans une aventure. Et on commence par la tech, et ça peut évoluer dans plein d'autres dimensions. Donc moi, ça m'anime très fort parce que le private equity est aujourd'hui le secteur dans lequel, je crois, dans le futur, les personnes voudront toujours s'exposer un peu plus, mais il est extrêmement inaccessible. Donc le dernier volet de Roundtable qui est intéressant, c'est qu'on va mettre un des investisseurs, celui qu'il y a une opportunité, au centre d'une plateforme. Donc généralement, aujourd'hui, ce sont les Vauban, etc. Là où ça se différencie, c'est qu'on ne met pas la personne qui a une opportunité au centre. Et donc on va créer un réseau social. Ça commence par des premières communautés où tu peux animer des opportunités, toi comme personne. Alors ça commence par des club deals, ça évoluera par des solo GP funds, ça évoluera encore vers des feeder funds où si toi tu as un accès à pouvoir investir dans Index, Balderton ou autre, tu peux peut-être syndiquer tes copains pour avoir le ticket minimum pour rentrer dans ce type de fonds magnifique. Voilà. Top. Donc ça, c'était l'idée, tu l'as développée de façon très élaborée. Pourquoi le choix s'est porté sur Julien et Evan ? Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils venaient du BCG ? Comme toujours, c'est une histoire de rencontre. Donc, donc on était pas mal animés par un projet qui s'appelait Angel X à ce moment-là. On connaissait assez bien la problématique. On avait déjà créé un logiciel nous-mêmes pour syndiquer pas mal de familles autour de nos aventures au sein d'Exa. Et puis on rencontre Julien et Evan qui ont l'idée de créer cette infrastructure pour en commun pouvoir investir dans les fonds. Donc c'était plutôt la problématique identifiée au sein de leurs collaborateurs au sein du BCG, et on s'est dit que le matching, si on arrivait à les convaincre que le réseau social est s'orienté plutôt sur le sujet tech avec nous, allait fonctionner. On était avec des très bonnes personnes. Il y a quand même, comme on l'a dit, plusieurs compétences nécessaires. Il faut être très très pointu légalement. Il faut être très bon à productiser. C'est un métier où il faut... on ne peut pas faire de bêtises. C'est pas juste faire un logiciel. Il y a beaucoup d'implications par ailleurs. Et comme ils avaient déjà énormément maturé, ils s'étaient déjà trouvés, Julien et Evan, ça s'est fait vraiment naturellement. Un peu comme toutes nos aventures. La rencontre a été la bonne. Donc il y a eu tout ce travail de réflexion fondamentale sur le setup juridico/réglementaire donc pour pouvoir couvrir cette clientèle européenne. Finalement, comment est-ce que vous avez donc le lancement, et c'est déjà live, vous avez déjà une plateforme qui tourne. Ça ressemble à quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire au travers de Roundtable ? Aujourd'hui, la première offre, c'est du deal by deal, qu'on appelle deal by deal. Donc, quand un fondateur lève des fonds, il peut inviter les différents BA à venir rejoindre son aventure. Alors, ça historiquement a toujours été un gros frein pour les fondateurs d'avoir 20-30 personnes, un copain qui met 2 000 € dans une première levée de fonds.
ben, c'est un peu compliqué, ça coûte parfois même plus cher en frais d'avocat qu'autre chose. Ouais. Mais tout ça, c'est déjà facilité. Donc il y a une offre auprès des fondateurs qui lèvent des fonds, Ouais. qui leur permet d'accueillir tous les différents BA et de les représenter pour faciliter la gestion continue dans une cap table. Donc c'est quelques personnes, hein, ça va d'une dizaine à une vingtaine, trentaine, parfois un petit peu plus. Numéro 2, il y a également... Attends, je t'interromps juste sur cette petite question subsidiaire. Est-ce que Crowdcube ne répondait pas à cette problématique-là, déjà ? Je crois que le vrai positionnement premier de Crowdcube, c'est de faire des levées de fonds un peu plus tardives et surtout de proposer à ta communauté, on va prendre Cowboy, Oui, par le vélo, exemple. Oui. mais c'est pas le premier tour de table de Cowboy qui va se retrouver sur Crowdcube. C'est plutôt une fois que Cowboy a une certaine communauté d'utilisateurs, de consommateurs, de personnes qui vont acheter leur vélo, et ils vont essayer de les animer en disant mais je peux en faire des super ambassadeurs en leur proposant par ailleurs de D'accord. devenir actionnaire de mon entreprise. Ok. Donc, et très beau positionnement par ailleurs, mais plus proche du crowdfunding ou du community funding, Ouais. où tu dois déjà avoir une communauté. Ici, on va parler d'une personne qui démarre un projet. C'est page blanche, c'est tout le début. Il fait son seed round. Il y a peut-être un fonds qui lead, mais il dit j'ai envie de quand même embarquer les personnes qui m'ont aidé, les personnes qui peuvent être intéressantes, mais ça complique le setup du tour. Et donc là, on va lui proposer pour, je crois que c'est 5 000 €, d'avoir un SPV dans lequel il va pouvoir mettre 20-30 personnes qui vont pouvoir mettre des tickets aussi petits que 1 000 € Ok, d'accord. s'ils le veulent. Et ça va être par la suite très facile à gérer et ça lui coûte fondamentalement quasi pas d'argent. D'accord ? Donc c'est plutôt un véhicule dans lequel les différents BA vont se sentir à l'aise parce que le KYC, le KYB, etc., une fois que tu l'as fait une seule fois sur Roundtable, en 2 clics, tu verses l'argent et c'est terminé. Ça, c'est cool. Et pour les avocats, c'est également Tu m'étonnes. Auric, ça les amuse pas trop Ouais. de devoir courir derrière 50 signatures pour un closing pour une personne qui a parfois versé 1 000 ou 2 000 € ou 5 000 € dans un truc. Donc ça permet de faciliter cela. Et ensuite, il y a également des personnes qui sont business angels, par exemple moi, où je fais habituellement, on va dire, un investissement de 25 000 à 50 000 € dans une opportunité. Mais aujourd'hui, avec mon associé, avec mes associés Thibaut et Amaury, on s'est dit, quand on a en fait une opportunité que nous aimons bien, pourquoi pas proposer à l'entrepreneur, au lieu d'investir ensemble 100 000 €, on leur dit, en fait, si tu veux, on peut proposer à nos amis qui nous suivent d'également verser un peu d'argent et on va s'organiser, nous, dans un SPV en disant, mais on va plutôt apporter 300 000 € et on va proposer du coup à nos copains qui nous suivent et qui disent quand tu as une opportunité, ça peut être sympa de la partager. Ouais. On crée un peu notre communauté qui va être SaaS Club. Demain, on va en créer une autour du climat pour s'y frotter et apprendre à connaître l'innovation dans le climat, probablement avec un ex-associé à nous qui va l'idée, qui va regarder les projets et on se dit, tiens, on peut du coup apporter auprès de l'entrepreneur 300 000 € au lieu de 100 000 ensemble. Ça l'arrange, ça arrange nos copains. Ça, c'est l'aspect communautaire qui est déjà existant sur la plateforme. Ça évoluera, où ces communautés vont devenir potentiellement des fonds. Quand on le fait de manière très régulière, autant animer ou instrumentaliser cela sur un fonds, parce que c'est un peu plus simple en gestion quand ça devient important. Et puis après, on continuera à innover avec Feeder Fund, etc. Comment tu fais fi de l'appel public à l'épargne ? Alors, il y a plein de manières. Hein. Donc, l'appel public à l'épargne, c'est surtout une question de marketing. Ouais. On est théoriquement en droit, comme fondateur, à aller leverager environ 150 personnes par pays européen. On est loin de ça, en fait, en réalité, quand tu fais un syndicat, quand tu parles à quelques personnes dans une communauté. Nous, notre communauté avec Thibaut et Amaury, ça va être une 50aine de personnes. Donc on ne va jamais diffuser déjà à plus de ce nombre de personnes-là. Et 2, si demain devait-il y avoir beaucoup plus de personnes dans cette communauté, l'appel public à l'épargne, c'est vraiment quand on te présente une opportunité avec pas mal de détails. C'est pas faire le marketing d'une communauté elle-même. La communauté elle-même, tu peux avoir 500 personnes dans la communauté et ensuite, quand tu as une opportunité financière, tu peux dire je vais plutôt parler aux personnes qui m'ont indiqué être intéressées par des deals en France et sur le domaine FinTech et je vais uniquement leur proposer à eux. Top. Et alors, par rapport à des projets comme j'avais reçu Anthony Bourbon sur mon podcast, typiquement, est-ce que Anthony serait votre client typique ? Pas du tout ?
Non, je pense pas, parce que justement, lui, il n'est pas du tout dans la communauté fermée ou la communauté restreinte. Tout à fait. Il est beaucoup plus proche du crowdfunding, Exact, où ouais. les personnes qui le voient à la télé veulent également le soutenir dans ses investissements. C'est plutôt du crowdfunding publicité au niveau marketing. Et qui est animé par une personne qui fait la sélection d'un certain nombre de projets. Tu n'es même pas obligé, je pense, de le suivre dans tous ses projets. Non, tout à fait. Etc. C'est à la Donc, carte. c'est similaire, mais c'est très fort orienté vers le crowdfunding. Ouais. D'accord. Nous, Plus c'est retail. plutôt- Voilà. C'est des communautés aujourd'hui où le porteur d'une communauté va choisir s'il adresse, oui ou non, ou s'il propose l'opportunité à son entourage. C'est plutôt faire la mimique de comment ça se passe dans la majorité des opportunités en termes de business angel. C'est un peu du réseau. C'est-à-dire ça vient via, on te dit tiens, il y a une opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Et tu vas leverager ou tu vas instrumentaliser sur une plateforme ce qui se passe un peu dans la vraie vie. Mais ça reste quand même un marché assez niche, petit, ça n'a pas vocation à devenir un très très gros marché. Est-ce que tu peux nous donner une idée du marché adressable ? Écoute, c'est la question clé que tout le monde nous a toujours posée en disant est-ce que c'est pas un marché niche? Moi je pense que on est en train de créer... pour prendre la mimique de Angelist, on pourrait se dire mais c'est un tout petit marché. Il y a même des personnes qui pensaient que c'était une toute petite boîte. C'est une énorme boîte. Ouais. Ils ont 12 milliards, je crois, sous gestion aujourd'hui. Ça a grandi de l'ordre de 40% par an. Donc ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de personnes sur le sol américain qui sont intéressées à investir dans la tech si on a un instrument qui le facilite énormément. Ouais. Mais ils sont partis, eux, de la communauté. Eux, ensuite... ils sont partis exactement de la communauté. Ouais. Leur premier produit, et celui qui a encore le plus de succès, c'est les syndicats. Donc, c'est créer les petits SPV à la volée. Nous, on démarre par cela parce que c'est en fait ce qu'il y a de plus simple. Rapidement, on va vouloir également empower les Jérémy Goyot de ce monde, qui sont des personnes qui ont vraiment une affinité forte à l'investissement, qui ont une vraie thèse. Et sur lesquels toi, tu auras envie de dire tiens, j'ai envie d'investir 20 000 € dans le fonds de Jérémy. Aujourd'hui, c'est quasi infaisable. Il doit créer un fonds de 20-30 millions pour que ce soit rentable et que ça fonctionne. Demain, nous, on a envie de permettre à Jérémy de créer un fonds de 3-4 millions basé au Luxembourg qui fonctionne très bien et qui est automatisé. Et encore, 30 millions, c'est plutôt 50. Hein. Oui, mais du coup, c'est infaisable. C'est infaisable. Ça devient ton métier, alors que clair. nous, on a envie d'en faire un paramétier. Oui, carrément. Donc, je crois qu'on va créer ce marché-là. Ouais. Et quand on voit le nombre d'opportunités qui passent déjà sur Roundtable et le nombre de personnes qui sont investisseurs qu'on peut du coup animer, à inviter à rejoindre plusieurs autres communautés, je pense que c'est gigantesque marché. Top. Alors, maintenant, on peut parler de la levée, parce que ce sera publié. Là, on peut pas encore. Tu peux m'en parler quand même. Je publierai comme tu publieras quand j'aurai ton blanc-seing. Donc, Roundtable est donc Eat Your Own Dog Food, comme on dit. A fait une première levée qui a entre-temps, je vais parler dans le futur, donc qui a été publiée récemment et qui est assez unique parce que du coup, ils ont eux-mêmes attiré tous des business angels de différents pays pour être un peu ambassadeurs de cette manière d'investir de manière communautaire et de créer des groupes. Donc, ils ont eux-mêmes pris je crois qu'ils sont pas loin d'avoir 100 BA dans leur cap table, mais du coup mis dans les différents véhicules qu'ils supportent et qui sont adaptés. Top. Et alors, question que je t'ai pas posée au début, c'est quand vous avez des projets comme ça, parce que donc tu restes actif de moins en moins au fur et à mesure de la durée de vie de la boîte, mais à partir de quand vous quittez le capital? Vous sortez quand? Alors, pour structurer la discussion, il y a deux discussions. Comment est-ce que nous quittons progressivement opérationnellement le projet. Donc, et là, c'est un continu où ça diminue au fur et à mesure où l'entreprise elle-même a son équipe qui est de plus en plus autonome et qui peut réaliser de plus en plus toutes les tâches de support qu'on fait initialement au départ. Donc, on va recruter quelqu'un qui va s'occuper du produit, on va recruter quelqu'un qui va s'occuper du design si l'entreprise en a besoin. On va continuer à les supporter en ressources humaines jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui les rejoigne pour également prendre ce relais-là. Donc, c'est un continu opérationnel. Au niveau associé, il y a toujours une personne associée qui reste au bord de l'entreprise. Donc, on a toujours une affinité. Chacun des associés chez nous, sur certains projets, continue à suivre le projet. Et du coup, on a une affinité et une connaissance avec les fondateurs très proches
Donc, si tu poses la question ce matin, j'étais avec Evan en WhatsApp alors que ils sont sur la route d'indépendance, donc un peu en continu, opérationnel, Ouais. sachant qu'on a une vocation dès le départ de créer des boîtes indépendantes. Numéro 2, capitalistiquement, en fait, on ne change jamais, on sort jamais. On suit la destinée, on n'est pas un fonds, donc on reste au capital, un peu à côté des fondateurs, et on attend les événements d'exit. Ouais. On va devoir intégrer dans notre gestion partiellement des exits de secondaire qu'on va devoir faire dans des entreprises quand elles deviennent très importantes par ailleurs pour faire tourner l'argent chez nous. Mais sinon, on a une philosophie très entrepreneuriale de rester au capital à côté des fondateurs jusqu'à la destinée finale. Parfait. Écoute, on termine tout doucement, malheureusement, notre discussion. Comme tu le sais, je demande toujours une recommandation avant de quitter mon invité. La recommandation de livres ou de podcasts. Moi, je vais avoir un biais très fort sur tout ce qui est build, bien sûr, les premiers trucs. Et donc, il y a un livre que j'ai relu perso 2 fois. Ça ne m'arrive pas souvent. Et c'est Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things. C'est un grand classique. Ouais. Mais pour toutes les personnes qui veulent construire dans le software, je trouve qu'il y a beaucoup de leçons. Il y a des choses intelligentes, il y a des choses que je partage moins. Mais ça, c'est quelque chose que je recommanderais quand même à lire, qui est un grand classique. Et puis, dans les podcasts ou newsletter, entre nous, peut-être une newsletter qui est moins connue, c'est Ed Sim de Bold Start, qui écrit pas mal de choses assez intéressantes sur tout le monde B2B software. Ouais. Tu m'enverras parce que je connais pas. Ouais. Donc c'est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Bold Start, qui a financé pas mal de nos projets et qui écrit une très chouette newsletter qui tombe le samedi, qui peut se lire du coup sur le week-end. Il y en a d'autres très produits comme Lenny Rachitsky qui font des choses assez Top. intéressantes. Ouais. Pas toujours tout, mais parce que c'est parfois très très produit, mais parfois il y a vraiment des très chouettes entrepreneurs qui sont sur son podcast. Voilà. Top. Quelques... Et puis la mienne, bien sûr. Celle du pour les dimanche. sujets un peu plus, pour les sujets un peu plus fintech, non, il y en a eu des très très chouettes qui m'ont pas mal inspiré, Trajan, etc. À rencontrer des personnes que tu m'as présentées d'ailleurs. C'est très... Top. Merci Quentin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Solène. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.